Bon, à 8h20, je pense on va pouvoir débuter. Donc, si vous m'entendez bien, je vais donc vous parler je vais vous faire un petit topo sur les pathologies bucco-dentaires et cardiovasculaires et tout ce qui peut les lier. Au début, ça peut paraître un sujet un petit peu bizarre, et finalement, quand on cherche, en fait, il y a énormément de choses. Il y a une littérature qui est très riche là-dessus. Et finalement, on peut se rendre compte que dans l'examen clinique cardiovasculaire, faire ouvrir la bouche des patients et juste vérifier l'état bucco-dentaire, ça peut permettre, en tout cas, ça pourra aider à améliorer le suivi, et ça fera partie normalement de vos examens cliniques classiques. Et au départ, c'était un topo que j'avais fait il y a 1 an à peu près pour les dentistes de la région d'Annecy qui avaient demandé à voir un petit récap de tout ce qui se faisait en cardiologie, enfin ce qui liait le cœur et les dents. Et voilà, j'ai essayé de faire un petit topo. Alors des fois, il y a des choses qui vont être un petit peu complexes pour vous, puisque j'avais essayé de simplifier pour les collègues dentistes. Voilà, alors en préambule, je vous montre quelques avis de vraie vie que j'ai. Enfin là, j'ai repris simplement ma boîte mail ces 5 derniers mois, donc je pense que vous devez avoir la même chose sur vos boîtes mail. Vous suivez des patients et vous avez un dentiste qui vous demande, alors moi c'est un petit peu ciblé pour ici pour un défibrillateur, mais par exemple ça c'est des trucs qu'on a de vraie vie. Patient de 40 ans qui a un défibrillateur resynchronisateur pour insuffisance cardiaque, il doit aller chez le dentiste pour une carie, il vous demande la conduite à tenir. Donc, la conduite à tenir, ça peut être en rapport avec son assurance cardiaque, avec les traitements antiagrégants, avec son défibrillateur. Est-ce qu'il faut mettre une antibioprophylaxie? Est-ce qu'il faut arrêter un des traitements antiagrégants ou anticoagulants? Un autre patient sous Plavix, 75 ans, pour une cardiopathie ischémique, il doit avoir plusieurs extractions dentaires. Est-ce qu'il peut faire ces extractions dentaires sous Plavix? Lui, il vous pose la question, le dentiste va vous poser la question, est-ce qu'il faut faire ou pas? Un autre patient qui avait un syndrome de Brugada syncopal, et d'ailleurs, il avait syncopé chez le dentiste, ce qui avait conduit au diagnostic du Brugada et de l'implantation d'un défibrillateur. Il doit retourner chez le dentiste et le dentiste me demande s'il peut utiliser de la primacaïne adrénalinée en rapport avec son Brugada. Donc, bon, je vous laisse. Ça fait partie des avis qu'on m'a demandé, donc la réponse était oui. Il y a un autre patient, 25 ans, endocardite tricuspide, qui a une valve biologique tricuspide, un pacemaker double chambre, il est dépendant. Il avait un état bucco-dentaire catastrophique, il a fallu enlever quasiment toutes les dents. La question de qu'est-ce qu'on fait pour ces extractions dentaires, et surtout, est-ce qu'on peut lui mettre des implants? Voilà, donc ça, c'est des questions de vraie vie. Voilà, donc j'essaierai de développer tout ce petit plan. Alors, pour commencer, donc les pathologies cardiovasculaires je n'invente rien, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Voilà, l'athérosclérose, c'est un processus qui est très complexe, dynamique, où l'inflammation intervient beaucoup dans le mécanisme. Alors moi, je connais pas tout le mécanisme de l'athérosclérose, puisque c'est des sujets qui sont tellement vastes, mais globalement, on sait tous que c'est une pathologie qui est multifactorielle. Il y a des facteurs de risque qui sont connus, et on sait aussi qu'il y a des pathologies inflammatoires chroniques ou des infections chroniques, elles sont associées aux pathologies cardiovasculaires. Voilà. À côté de ça, les pathologies dentaires, donc on parle de gingivite ou de parodontite, sont les pathologies inflammatoires les plus fréquentes dans le monde, qui toucheraient environ 10 à 15% de la population mondiale. Voilà. Plus d'un Français sur deux a déjà souffert d'une pathologie dentaire, et depuis maintenant au moins 2 décennies, il y a une vraie association statistique entre problèmes bucco-dentaires assez généraux, enfin en tout cas pas problème, mais en tout cas infection bucco-dentaire chronique et maladie cardiovasculaire et mortalité cardiovasculaire. Voilà. Alors, par quel mécanisme on essaye de comprendre donc périodontie et parodontite, c'est la même chose, c'est en anglais. Elles produisent donc une inflammation chronique, et donc on a montré qu'il y avait une association entre ces problèmes bucco-dentaires chroniques et les maladies cardiovasculaires, avec ces patients développent plus d'infarctus de myocarde, plus d'AVC. Le lavage des dents réduirait le risque cardiovasculaire. Ici, je vous ai mis un petit
soit c'était issu d'une étude où en gros on prenait une étude en population générale, et ça c'est le taux de CRP ambiant. Et selon si vous avez une hygiène, donc là c'est Elfi, enfin là c'est pas de HG, c'est pas de problème bucco-dentaire. Ici c'est problème bucco-dentaire sévère et là c'est modéré. Et globalement, plus vous avez des problèmes bucco-dentaires sévères, plus vous avez une CRP qui augmente. Alors c'est sûr que ça passe de 2 à 4, c'est pas grand-chose, mais là on est sur c'est des CRP en large population saine. Et on sait qu'une CRP à 4 sur enfin, chronique en large population, on sait que ça, c'est associé, plus associé au développement de l'athérosclérose. Voilà, le détartrage dentaire réduirait les marqueurs inflammatoires. Et sur cette étude-là, d'une population Taïwan assez conséquente, donc 10 000 patients, avec 10 000 patients, 10 000 patients qui ont eu au moins un détartrage et 10 000 patients témoins qui n'ont jamais eu de détartrage, eh bien, il y aurait un effet bénéfique à un détartrage dentaire en large population. C'est-à-dire que plus on est de ce côté-ci du tableau, moins il y a de risque de faire des événements cardiovasculaires. Et globalement, plus on a des détartrages dentaires, moins on a de risque cardiovasculaire. Et ça, c'est une étude sur 7 ans. Voilà. Alors, le mécanisme, tout est intriqué dans le mécanisme et le développement de l'athérosclérose. J'en ai parlé. Donc, l'inflammation, ici, vous avez un exemple de parodontite. Donc, qui va entraîner une inflammation chronique, voire une infection chronique. Hein, la plaque de Tartre, c'est une plaque qui est pleine de bactéries, donc des bactéries de la sphère bucco-dentaire, et ça crée une inflammation chronique. Voilà, il va y avoir une altération de la fonction endothéliale des artères de moyen calibre. Et ça, au milieu, je vous ai mis le développement d'une plaque d'athérosclérose. On a aussi montré qu'il y avait une augmentation de l'épaisseur intima média au niveau des carotides. Donc, c'est aussi un facteur de risque qui lui-même est un facteur de risque reconnu cardiovasculaire. Voilà. Par l'inflammation et l'infection chronique, il y a une augmentation de cytokines, de CRP, on en a parlé juste avant. Ça va augmenter les lipides circulants. Et du coup, forcément, entraîner cette belle plaque d'athérosclérose. Et puis, une petite subtilité aussi, donc les pathogènes péridentaires, enfin les pathogènes, les bactéries au niveau de la plaque, peuvent être retrouvées dans les plaques d'athérome. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial. Ça, c'est une étude, c'était un Circulation, c'était un gros papier. Et en gros, ils prenaient des patients, donc 100 patients qui avaient eu un infarctus avec sus-décalage. Et vous savez, quand ils font la thromboaspiration, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une prise de sang aux patients avant la coronarographie. Et puis la thromboaspie, là, le caillot qui est thromboaspiré de la plaque, il est directement envoyé en analyse bactériaux. Ils font des PCR. Et ça, c'est le pourcentage de bactéries que vous retrouvez dans le caillot directement dans la plaque. Et ce pourcentage-là, il est bien plus élevé dans la plaque que dans le sang circulant, puisqu'ils ont comparé avec en circulation sanguine. Donc c'est bien c'est une preuve que les pathogènes dentaires sont retrouvés directement dans la plaque d'athérome responsable des infarctus. Donc là, ici, vous avez des bactéries de type Odontic bacteria, streptocoque, enfin bref, c'est tout des bactéries qui sont connues des sphères bucco-dentaires, et on va jusqu'à 80% de présence. Donc là, c'était des PCR, donc ils retrouvaient c'était pas des hémocultures, c'était des PCR, donc c'était des débris de bactéries dans ces plaques, et elles étaient beaucoup plus présentes dans les caillots. Donc je trouvais ça très intéressant de se dire que dans le thrombus des patients qui font leur petit infarctus ici, il y a des bactéries dentaires qui sont dedans. Ça, c'était la petite slide pharmacologie pour les dentistes pour expliquer tous les traitements antiagrégants et anticoagulants, puisque une de leurs principales questions, c'était comment on gère vos traitements. Donc, sachant que les dentistes ne faisaient pas vraiment la différence entre des antiagrégants, des anticoagulants, les AVK. Enfin, pour eux, c'était un peu le fourre-tout. Donc, j'ai essayé de bien expliquer ce que c'était. En fait, ce qu'il va falloir, c'est toujours la même chose pour ce genre de chirurgie. En fait, comme toute autre chirurgie, il faut toujours discuter un risque ischémique et un risque hémorragique. Et en fonction, on prend une décision à deux. Donc, le chirurgien, lui, il va définir son risque hémorragique de sa chirurgie pour le chirurgien bucco-dentaire. Et nous, cardiologues, on doit estimer le risque ischémique
c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer si on arrête un des traitements. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, le risque hémorragique, c'est pour le chirurgien. Le risque thrombotique, c'est le médecin qui a prescrit l'antiagrégant. Et puis, après, en fonction, on fait notre choix. Donc, quels sont les actes sans risque hémorragique? Il faut déjà savoir de quoi on parle. Toutes ces recommandations, c'est la SFCO, c'est les recommandations de 2015, c'est les dernières recommandations de la Société savante de chirurgie orale. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se reposer. Donc, les actes sans risque hémorragique, c'est l'anesthésie locale, le détartrage. Par exemple, le détartrage, c'est un truc assez classique. On nous demande assez souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour un détartrage. Donc, il n'y a aucune mesure particulière, ça ne saigne pas. Enfin, en tout cas, très peu, hein, c'est le vrai local. Du coup, ça, c'est au chirurgien de faire son hémostase mécanique par simple pression. Ensuite, il y a les chirurgies à risque faible hémorragique. Donc là, c'est les avulsions simples. Donc, c'est une avulsion dans un cadran. Donc, vous divisez la bouche en 4. Et globalement, une avulsion d'un côté d'une seule dent, c'est d'un seul cadran, c'est à faible risque hémorragique. Par contre, des avulsions multiples, mais une dans chaque cadran, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, il y a les petites chirurgies périapicales. Je vous laisserai tout regarder. Et puis, les chirurgies à risque hémorragique élevé, c'est les avulsions multiples. Donc, les avulsions de dents, les implants multiples dans plusieurs cadrans, ça, c'est des mesures qui sont un petit peu plus hémorragiques. Alors, pour le chirurgien, lui, il va faire ses gestes d'hémostase classiques, puis après, il peut utiliser, soit il peut faire des sutures un peu particulières, soit il peut utiliser, en fait, donc là, ils appellent ça les acides tranaxémiques. Enfin bref, il peut utiliser des cotons, si vous voulez, procoagulants. Voilà. Et puis, pour les chirurgies à risque élevé, il peut utiliser l'électrocoagulation, etc. Donc, ça, c'est plutôt au chirurgien dentiste de savoir quel type de chirurgie il va faire. Et donc, globalement, les techniques d'hémostase locale pour tout le monde. Si la chirurgie est à risque hémorragique élevé, il faut discuter la balance thrombotique. Et pour les exemples, pour faire rapide, donc un traitement qui est un patient qui est traité par un antiagrégant plaquettaire, on poursuit l'antiagrégant plaquettaire pour tout acte de chirurgie orale, quel que soit le risque hémorragique. Donc, on n'arrête pas un antiagrégant plaquettaire. Pour les 2 antiagrégants plaquettaires, on peut faire pour les chirurgies jusqu'à faible risque hémorragique. Et si le risque hémorragique est plus élevé, par exemple avulsion dentaire multiple dans le même cadran, eh bien, il faut discuter, soit on attend que le patient n'ait plus besoin de ces 2 antiagrégants, soit il faut discuter l'arrêt d'un des antiagrégants. Pour les AVK, ils peuvent faire une chirurgie à faible risque hémorragique jusqu'à un INR à 4. Voilà. Pour les AOD, ils peuvent faire jusqu'à un geste à faible risque hémorragique sous AOD. Et puis, pour les risques hémorragiques élevés, il faut discuter soit l'arrêt de l'AOD pendant 24 heures, soit, alors là, je crois qu'il parle de relais aussi. Il parle de relais. Donc là, vous avez la même chose en tableau. J'aurais peut-être pu commencer par là. Vous avez d'un côté comment est traité le patient, et puis après, en fonction du risque hémorragique, si on arrête ou pas. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est globalement, sauf si le dentiste vous dit que la chirurgie est vraiment à risque hémorragique, globalement, on peut quasiment tout faire avec au moins une monothérapie antiagrégant ou anticoagulant, les AVK jusqu'à une INR à 4. Et puis après, quand il y a une association de plusieurs anticoagulants ou antiagrégants, eh bien là, c'est un peu à nous de discuter un peu si le chirurgien vous insiste sur le fait que ça peut saigner, eh bien discuter de faire une fenêtre ou d'arrêter un des traitements. Voilà, donc là, c'est la même chose avec les AVK, les anticoagulants directs et puis les héparines. C'est des choses qui n'arrivent quasiment jamais, ça c'est que à l'hôpital. Voilà, alors maintenant que vous savez tout ça, vous n'hésitez pas à allumer vos micros. Et puis, je vais vous interroger comme j'avais interrogé les dentistes. Donc, un patient de 65 ans qui a fait un infarctus récent, 3 mois, il est sous cardiaque brillique, et puis il doit avoir une avulsion dentaire unitaire, donc une seule avulsion de dent. Qu'est-ce que le dentiste vous appelle en disant il faut qu'on enlève une dent, qu'est-ce que vous faites? Personne n'a appuyé sur le micro. Hein. Sinon, j'interroge les gens. Je vais regarder les participants. Ouais. Je demandais tous la réactivation du micro. Bon, j'enlève la dent, on garde tout. On garde tout. On garde tout. Et pourquoi pas? On peut garder tout. Donc, on garde. Merci. Donc, effectivement, on peut garder tout parce que cardiaque brillique et avulsion dentaire unitaire, normalement. Donc,
voilà, on peut garder. Ensuite, on a pareil, infarctus récent, cardiaque hybrilique. Là, il doit avoir un implant dentaire. Alors, je n'ai pas précisé sur le tableau où était l'implant dentaire. Je crois que c'était risque hémorragique faible, donc c'est la même chose. Je vous laisse. C'est la même chose. Donc là, c'est FA sous AVK, Coumadine, INR à 3,5, avulsion dentaire, 3 dents du même cadran. 85 ans. Du même cadran. Donc, on peut garder aussi. Ah, voilà. Même Alors, est-ce cadran. qu'il a besoin d'un linéaire à 3,5? Alors, il n'a pas besoin d'un IR à 3,5. Et puis, on va regarder au niveau des AVK. Donc, risque hémorragique, chirurgie à haut risque hémorragique. Et donc, risque thrombotique. Alors, là, ça dépend de sa FA. Ou si le risque thrombotique est élevé ou faible. Bah, il est 85 ans. Et puis, voilà. Donc, s'il n'a pas de risque thrombotique important, en gros, il n'a pas fait d'AVC. Et puis, le SHAD est inférieur à 4. À ce compte-là, il peut continuer sous AVK. Et si le risque thrombotique est élevé, ben là, il propose de faire un relais. Voilà. Donc, il propose de faire un relais parce que la chirurgie est un risque hémorragique élevé. Et puis, voilà. On va passer au sujet endocardite infectieuse. C'était un peu le gros du sujet. Alors, je vous refais rapidement, bon, vous connaissez bien. Donc, l'endocardite infectieuse, c'est une maladie qui est assez rare, à peu près 2000 à 3000 patients par an en France, 100 patients à Annecy, j'avais mis depuis un an à peu près, on a à peu près 100 à Annecy qui passent à l'hôpital. Les valves prothétiques, c'est des patients qui sont porteurs de valves prothétiques qui sont plus à risque de faire des endocardites infectieuses, puisque c'est 12 pour 1000. Et s'il y a un antécédent d'endocardite infectieuse, c'est encore plus à risque de récidive avec 60 pour 1000 par an. Donc voilà, ça augmente avec l'âge. À l'admission, c'est une maladie qui est grave puisque c'est 15 à 30% de mortalité hospitalière. C'est 40 à 50% des patients qui vont en chirurgie cardiaque. Voilà. Et puis la mortalité, c'est quand même gravissime puisque à 40% à 5 ans. La récurrence 2 à 6%. Et puis ça nécessite des traitements antibiotiques intraveineuses prolongés. Ou une chirurgie cardiaque dans la moitié des cas. Donc ça, c'était pour poser le tableau de l'endocardite. Sachant que l'endocardite, c'est l'épidémiologie de l'endocardite, elle change depuis 15 ans. Vous savez que avant, c'était le jeune homme, enfin les jeunes patients qui étaient porteurs d'une cardiopathie congénitale ou acquise. Donc le rétrécissement articulaire aigu avec, voilà, et maintenant c'est plutôt les patients âgés et ce sont surtout des endocardites liés aux soins. Voilà. Et les facteurs prédisposants, c'est le patient qui sont porteurs de valves, de matériel intracardiaque. Et la microbiologie, elle change du coup. À l'époque, c'était les streptocoques oraux sur le rhumatisme, et maintenant, c'est vraiment le staphylocoque qui est en numéro 1, fait plus de 35% des cas. Et bien sûr, la microbiologie, elle est différente en fonction des pays. Les pays en voie de développement, on reste sur les streptocoques sur le rhumatisme articulaire. Alors après, ça, c'était les définitions de l'endocardite selon la valve, selon le côté de la valve, côté droit, côté gauche, si la valve est native, si c'est sur prothèse, si c'est sur matériel intracardiaque, selon le mode d'acquisition communautaire nosocomiale lié aux soins. Ça, c'est les différentes lésions valvulaires. C'était pour expliquer aux collègues dentistes ce qu'on pouvait trouver. Je leur avais mis des petites photos. Voilà, une belle végétation ici. Vu qu'il y a de la vidéo, je vous les mets. Petite végétation sur une belle valve. Voilà, je vais pas enlever la classification et définition, si l'endocardite est active ou si elle est guérie, s'il y a une récurrence, s'il y a une rechute, une réinfection, etc. Bon, ça, c'est pas très, très important. Et donc, tout ça pour parler de la prévention de l'endocardite. Donc, le principe de la prévention, donc l'antibioprophylaxie, c'est avant un geste dentaire, puisque là, on parle de geste dentaire, même s'il y a d'autres gestes qui peuvent être touchés, mais là on parle de geste dentaire, donc c'est pour prévenir la bactériémie transitoire durant le geste dentaire invasif. Et ce concept-là a été largement remis en question vraiment sur les 10 dernières années, où on a vu vraiment
puisque en fait, on a remarqué, il y a des études qui ont montré ça, qu'il y avait des bactériémies répétées qui sont plus fréquentes dans la vie de tous les jours. Le fait de mâcher un chewing-gum ou de se laver les dents, eh bien, ça va entraîner des bactériémies très faibles, mais constantes, en tout cas une charge bactériologique chaque jour, juste avec la mastication, le lavage des dents. Donc, en gros, est-ce qu'une antibioprophylaxie avant tous les gestes dentaires, c'est nécessaire, alors que de toute façon, il y a quand même des bactériémies qui sont chroniques chez à peu près tout le monde. Ça, c'était justement une des raisons pour lesquelles on a mis en doute ce concept. Voilà, et d'autant plus que l'hygiène bucco-dentaire est mauvaise. Et si on prend, donc là, c'est des données vraiment de statistiques très très larges, il y aurait une endocardite sur 46 000 qui serait liée à une procédure dentaire et une sur 50 000, une sur 150 000 s'il y a un antibioprophylaxie. Donc globalement, mettre une antibioprophylaxie, ça diviserait par 3 le risque d'endocardite infectieuse, mais là, on parle de 1 sur 46 000 endocardites, hein, donc c'est quand même pas beaucoup. Sachant qu'il n'y a pas d'essai randomisé, là on parle d'études statistiques à large échelle. Donc en pratique, l'antibioprophylaxie, avant les gestes dentaires, c'est une cause importante de prescription d'antibiotiques en France et ça correspond à 10% des antibiotiques qui sont prescrits en ville. Donc c'est quand même une grosse charge antibiotique, voilà, avec 16 et 80% du cas sur prescription. Ça pose la question de l'allergie aux antibiotiques. Il y a 10% de la population qui se dit allergique, donc là on parle de bêta-lactamine, alors qu'en réalité il n'y en a que 5%, parce que un problème digestif après un antibiotique, ce n'est pas une allergie, et jusqu'à 2% où il y a une vraie réaction d'hypersensibilité. Donc ce n'est pas non plus rien en termes d'allergie, mais le risque anaphylactique, moi je pensais que c'était beaucoup plus que ça, et finalement, sur un des papiers que j'ai vus, donc sur 100 millions de patients en Angleterre qui auraient été exposés à l'amoxicilline entre 1972 et 2007, il y aurait eu un mort par anaphylaxie. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus énorme la mortalité par anaphylaxie en ville sur la prescription de pénicilline. Voilà. Et ça pose bien sûr la question de bactériorésistance, puisque c'est quand même une grande cause de prescription d'antibiotiques. Et donc, quand j'avais posé la question au dentiste, un peu, sur les quelques petites quiz que je vais vous remettre là, en gros, globalement, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup trop d'antibiotiques qui sont prescrits. J'ai l'impression que tous nos patients, dès qu'il y a un souffle cardiaque, il y a des antibiotiques qui sont prescrits. Emmanuel me dit non de la tête. Toi, tu n'as pas l'impression? Enfin, moi, j'en peux dire, c'est pas ma pratique. C'est pas ta pratique, mais en réalité, les dentistes, ils prescrivent pour tout le monde. C'est que tu as toute une population très âgée, des gens, il y a toute une histoire où on leur a farci la tête. Je veux dire, ils se retrouvent avec une petite carte. Il est impératif que du jour au lendemain, tu leur dis, ah non, pour finir, c'est pas nécessaire. Donc Emmanuel, elle souligne le fait que pendant très longtemps, on a fait très attention et on a dit à beaucoup de gens à qui il fallait une antibioprophylaxie. Et donc du coup, l'antibioprophylaxie, elle doit être réservée à il y a deux catégories il y a deux cas particuliers. Il faut que le geste soit à risque et il faut que le patient soit à risque. Le geste à risque, donc c'est pour les interventions dentaires qui nécessitent une manipulation de la région gingivale ou périapicale des dents ou une perforation de la muqueuse buccale. En gros, c'est une chirurgie dentaire où ça saigne. D'accord, un détartrage, ça ne fait pas partie des gestes à risque. Voilà, donc ça, c'est les recommandations de l'endocardite de l'ESC, premièrement. Donc, ici, vous avez le petit tableau avec la haute probabilité d'une bactériémie significative lors d'un geste. Donc, c'est les procédures qui vont entraîner une perforation de la muqueuse orale, une extraction dentaire, une biopsie, etc. Par contre, l'anesthésie locale, je ne retrouve pas. Dedans, il y a le détartrage, par exemple, ça ne fait pas partie des chirurgies au risque de bactériémie. Et le patient doit être à haut risque d'endocardite, c'est-à-dire, et maintenant les patients à haut risque d'endocardite, c'est les patients qui ont une valve prothétique, qui ont un antécédent d'endocardite infectieuse ou une cardiopathie congénitale cyanogène, donc sous oxygène, globalement, opérés ou non. Voilà, ça, c'est les patients qui sont à risque d'endocardite, qui sont à risque grave d'endocardite, c'est-à-dire, en gros, eux, s'ils font une endocardite infectieuse, c'est très grave. Voilà. Tout le reste, toutes les autres formes de cardiopathie valvulaire ne rentrent pas là-dedans.
Donc, les patients à risque intermédiaire ne sont pas concernés. Donc, les patients qui ont un souffle cardiaque, une bicuspidie, un prolapsus, des calcifications, etc. Et l'antibiotique, ça doit être normalement une bêta-lactamide, donc amoxicilline avant la procédure ou clindamycine si allergie. Voilà. Alors, donc j'avais demandé, pareil, des petites questions pour le dentiste. Hein, vous pouvez répondre à la question. Donc, un patient qui a un antécédent d'endocardite infectieuse, porteuse de valve mécanique aortique, il a un détartrage, suivi annuel. Est-ce qu'on lui fait une antibioprophylaxie? Ben non. Ben non, effectivement, pas d'antibioprophylaxie. Carie surmolaire, traitement conservateur ou extraction? J'en ai pas parlé encore. Il a un antécédent d'endocardite infectieuse, il a une valve mécanique, il a une carie sur une molaire, on va dire une carie qui est assez conséquente. Est-ce que traitement conservateur ou extraction, selon vous? Ça dépend. Traitement conservateur ou extraction? Eh ben, vous aurez la réponse juste après. Et l'antibioprophylaxie, si extraction, antibioprophylaxie, oui. Si traitement conservateur, alors ça va dépendre si la muqueuse est touchée ou pas. Bon, globalement, antécédent d'endocardite infectieuse, dès qu'ils vont toucher la muqueuse, ils vont y aller. Alors, pour les prothèses, ça c'était rapidement pour expliquer aussi aux dentistes donc les types de chirurgie, les types de valves qui existaient, mais biologiques, mécaniques, aorte, mitrale, tricuspide pulmonaire, etc. Donc, la prévention dentaire. Là, on va parler maintenant de la prévention dentaire de nos patients qui ont des valves qui sont porteurs de valves. Ici, là, vous avez la petite référence à un travail qui est très bien fait des Parisiens. C'est un beau résumé de la prévention. Alors, il y a 3 situations. Il y a avant le remplacement valvulaire, pendant l'endocardite infectieuse et après le remplacement valvulaire. Donc, tout d'abord, il y a le dépistage par un non-dentiste. Le dépistage par un non-dentiste, c'est-à-dire par n'importe quel soignant. Donc, ça nous concerne. Globalement, vous avez quelques petites questions à poser au patient, très simples. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de regarder la bouche du patient. Et si vous avez une réponse positive dans tout ça, eh bien, il faudra adresser au dentiste. Par exemple, est-ce que vous avez une dent qui fait mal? Et est-ce que vous avez des saignements lorsque vous brossez les dents? Est-ce que vous avez une dent qui bouge? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un goût, un mauvais goût dans la bouche ou une mauvaise haleine? Est-ce que vous avez une sensation inconfortable dans la bouche? Enfin bref, toutes ces choses-là. Donc, en gros, c'est vraiment une consultation de dépistage dentaire et je vous conseille moi je le fais depuis que j'ai fait ce topo. J'essaie de poser la question aux patients, de faire ouvrir la bouche et puis s'il y a quelque chose, je l'envoie chez le dentiste, enfin je leur demande de voir leur dentiste. Donc ça c'est le dépistage par le non-dentiste et puis après le dentiste lui, il va faire son dépistage classique, donc il va regarder, il y a un petit, ils vont regarder les signes et symptômes, l'examen des dents, la palpation, l'hygiène buccale, chaque dent, donc ils vont calculer un indice DMFT, et c'est un indice en fait entre les dents, enfin une dent qui bouge, qui est cassée, s'il manque une dent, etc. Ils font un calcul pour savoir globalement l'état bucco-dentaire global, et ils vont faire tout un type d'examen avec un examen paraclinique, la radio, le panoramique, ou voir le scanner qui est plus sensible. Voilà, donc avant la chirurgie valvulaire, les patients donc, sont considérés généralement à risque intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont une valvulopathie, mais ils n'ont pas encore de bioprothèse. Donc, on a dit pas d'antibioprophylaxie avant la consultation dentaire. Et donc, les mesures conservatives, donc là, on parle de mesures conservatives, c'est-à-dire on va réparer une dent on va juste réparer la dent, par exemple une carie, on va pouvoir mettre une couronne ou quelque chose comme ça, mais on va garder la dent. Donc, il faut réfléchir en fait, des fois c'est un peu au dentiste de faire son opinion, mais on peut le guider. Globalement, après sa chirurgie valvulaire, le patient il sera à haut risque d'endocardite infectieuse et donc tout ce qui est implant dentaire, on verra après, ça peut être un petit peu compliqué. Donc il faut discuter les mesures conservatives ou vraiment les mesures radicales où on enlève la dent. Voilà, c'est important si on a le temps le patient voit le dentiste avant le chirurgien cardiaque, comme ça peut initier le suivi dentaire au long cours. Il faut prendre le temps de traiter la dent avant la chirurgie s'il n'y a pas d'urgence, donc au mieux 3 mois.
et ça permet donc d'enlever les foyers infectieux locaux, d'extraire les dents qui ont donc les péridontites apicales, c'est vraiment c'est quand même, on est quasiment sur l'abcès profond de la dent, ou une mobilité anormale, et puis un traitement conservateur pour les caries simples, et puis pour les implants, je vais vous faire je reviens juste après. Pendant l'endocardite infectieuse, c'est plus rare que les patients voient le dentiste pendant l'endocardite infectieuse, mais on sait que c'est quand même une porte d'entrée potentielle à rechercher. De toute façon, il faut aller jusqu'au scanner, donc ils appellent ça le CBCT. En gros, c'est le scanner du panoramique, si vous voulez, qui est beaucoup plus sensible que le panoramique pour dépister en fait les abcès, les infections profondes. Voilà. Les soins dentaires ne doivent pas retarder la chirurgie valvulaire. On peut reporter les soins après ou profiter du fait de l'hospitalisation et puis d'une antibiothérapie prolongée pour faire les traitements. Voilà. Pour les traitements, donc c'est pareil pour les patients avant la chirurgie valvulaire. Et pas de traitement conservateur dans le cas de l'endocardite infectieuse. C'était ça que je voulais vous dire. Patients qui ont fait une endocardite infectieuse, pas de traitement conservateur. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'avulsion dentaire assez rapidement pour toute dent qui présente un foyer profond. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Après la chirurgie valvulaire, donc un suivi dentaire tous les 4 à 6 mois. Voilà, dans la réalité, 50% des patients à risque d'endocardite ont une éducation sur les soins dentaires et 33% ont un suivi régulier. Donc, ce n'est pas assez. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Les patients sous anticoagulants, généralement, il faut se référer à la section anticoagulant, antiagrégant pour cette partie-là. Voilà. Et pour les traitements, c'était pour les dentistes, le traitement non chirurgical en première intention de péridontite. Voilà. Bon, j'avance un petit peu. Alors, la question des implants, je vais y revenir juste après. On retourne sur un petit quiz. Donc là, on a notre patient. Voilà, il a une valve mitrale mécanique, il a 4,6 d'INR, c'était le petit piège. Il vient pour un détartrage. Antibioprophylaxie, oui, non. Il n'a pas fait d'endocardite, c'est plutôt non. Et puis les AVK, détartrage, c'est OK pour le détartrage. S'il peut attendre que les nerfs soient inférieurs à 4, c'est pas plus mal pour faire son geste, sachant que c'est un geste à faible risque hémorragique. Voilà. Voilà, pour les implants oraux, donc il y a eu aussi une évolution en fait des pratiques. Moi, j'étais pas là, mais disons qu'en 2002, on disait dès qu'il y avait un patient à risque intermédiaire d'endocardite infectieuse, globalement toutes les valves, toutes les fuites valvulaires, contre-indication aux implants pour tout le monde. Et puis petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de preuves scientifiques, c'était juste pragmatique. Finalement, en 2011, on a dit que c'était contre-indiqué chez les patients à haut risque, mais plus contre-indiqué chez les patients à risque intermédiaire. En 2015, ils ont juste dit qu'il n'y a pas de preuve pour une contre-indication systématique pour tout le monde, et donc c'est à discuter au cas par cas. Simplement, donc, le risque infectieux à l'implantation, donc la bactérie, c'est quand même un geste à risque de bactériémie. Voilà, donc il faut faire un petit bain de bouche avant l'intervention, c'est pas pour vous. Et puis, une petite notion quand même de la périimplantite, qui est une maladie assez sévère, sachant que l'implant, vous avez compris que l'implant, c'est c'est dans l'os, donc quand il y a une infection à cet endroit-là, ça peut être gravissime. Et ça, vous imaginez que ça peut être un nid à bactéries. Donc voilà, les facteurs de risque de périimplantite, c'est les tabagiques, diabète et traitements immunosuppresseurs. Voilà. Et donc, l'implant reste possible chez les patients valvulaires qui n'ont pas fait d'endocardite infectieuse. Plus d'1 an après la chirurgie, il faut que tout soit bien stabilisé. 1 an après une infection et plus de 3 mois après la chirurgie valvulaire. Et encore une fois, pour le coup, patients aux antécédents d'endocardite infectieuse contre-indiqués définitivement. Et ça, c'est important. On nous a posé la question il n'y a pas longtemps. On a un patient que je vous ai mis en première diapo. Le jeune patient qui a une endocardite infectieuse avec une bioprothèse tricuspide, il fallait lui enlever quasiment toutes les dents. La question, c'était le traitement conservateur n'était pas possible parce que tout était à enlever.
Et la question des implants, moi je pense que c'est contre-indiqué. Il a 25 ans, malheureusement, il aura un appareil dentaire parce que lui mettre 5-6 implants dans la bouche, c'est vraiment un risque important de récidive d'endocardite. En tout cas, ce n'est pas possible pour lui. C'est pas vrai pour les autres pathologies à haut risque d'endocardite? Eh bien, en tout cas, en 2015, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuve systématique. Il n'y a pas de preuve pour une contre-indication systématique pour tous ces patients-là, en dehors de l'endocardite infectieuse. C'est vraiment à discuter au cas par cas. Donc, je pense qu'il faut vraiment discuter. Si c'est un implant seul chez un patient qui est stable, qui a une valve depuis longtemps et qui n'a pas d'autres, par ailleurs, il a une hygiène bucco-dentaire qui est correcte, je pense qu'on peut le proposer. Et puis, le patient qui est quand même à haut risque, qui est tabagique, qui est diabétique et puis qui a de toute façon d'autres problèmes, qui risque d'avoir d'autres implants, moi, je pense qu'il vaut mieux éviter. C'est plutôt… ils sont plus flous dans ces recommandations-là. Il y a 20 ans, c'était contre-indiqué pour tout le monde. Maintenant, on vous laisse faire parce qu'on n'a pas de preuves scientifiques. Voilà, c'est un peu garder en tête qu'une périimplantite, ça peut être gravissime et les facteurs de risque, voilà, s'il a une bonne hygiène bucco-dentaire par ailleurs, son implant, il peut le garder très longtemps. C'est plutôt le risque de périimplantite que la cardiopathie en elle-même, du coup. C'est la périimplantite qui fait que sur une valve mécanique, par exemple, qui pourrait entraîner ça. Un petit mot sur les pacemakers défibrillateurs, il y en a beaucoup, on en implante de plus en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est les patients qui sont fragiles, il faut savoir, donc ces patients-là ne sont pas considérés comme des patients à risque d'endocardite infectieuse, une bonne fois pour toutes. Moi, à chaque fois, je me repose la question. Donc, non. Par contre, la personne qui a fait une uni sur du matériel… c'est différent. Antécédent d'endocardite infectieuse sur du matériel, demande Emmanuel. Effectivement, il rentre dans la case endocardite infectieuse, donc à très haut risque de récidive, mais le patient lambda porteur d'une prothèse avec des sondes intracardiaques ne rentre pas dans la catégorie des patients des valvulopathies à risque, en tout cas des patients à risque d'endocardite infectieuse, donc pas d'antiboprophylaxie systématique si geste à risque. Voilà. Un antécédent d'infection sans preuve d'endocardite, enfin, tu vois, sur des signes généraux, mais sans preuve, sans végétation, on considère… Je pense qu'à partir du moment où c'est plus le patient lambda, qu'il a été infecté, on sait que même quand tu as fait une infection, tu veux dire une infection dentaire ou une infection… Non, une infection, t'enlèves un boîtier sans endocardite infectieuse, je pense que c'est pas, je crois pas que ce soit précisé. Je pense que dans ce cas-là, il faut le considérer comme un patient à risque endocardite. Parce que tu vois, on avait eu un patient qui avait fait une septicémie entérocoque sur une valve artificielle. On n'a jamais eu la preuve, une valve native, on n'a jamais eu la preuve qu'il y avait une greffe bactérienne. Là, on l'a considéré comme tel. Moi, j'ai tendance à dire EI, même si… Oui, globalement, à partir du moment où je pense qu'il y a une histoire d'infection sur une valve native, sur une bioprothèse ou sur le boîtier même de pacemaker défibrillateur, là, il est dans la catégorie à haut risque. On ne va peut-être pas aller jouer tout ça pour économiser une antibioprophylaxie. C'est pas, 2 grammes d'amox, c'est quand même pas énorme. Voilà. Et puis ça, c'était un petit mot pour les… Donc, on peut vous poser la question, sachant qu'il nous la pose plus à nous pour les rythmos. En gros, s'ils doivent utiliser du bistouri électrique, il faut poser l'aimant, faire attention qu'il n'y ait pas qu'il y ait de surdétection sur la prothèse. Voilà, j'avais mis un petit mot sur le centre de Brugada, puisqu'on a eu un patient qui avait fait justement moi, je pensais que c'était une syncope sur les anesthésiants. Vous savez qu'il y a des médicaments qui sont contre-indiqués dans le Brugada et qui peuvent entraîner des arythmies. Et le patient avait syncopé 2 fois à 6 mois d'intervalle chez le dentiste lors de l'anesthésiant. Donc, soit c'était du vagal, soit pas, mais globalement, il avait un type 1 à l'électro. D'ailleurs, ça, c'était son électrocardiogramme. On voit bien le syndrome de Brugada. Il avait fini avec un défibrillateur. Voilà, il est retourné chez le dentiste la semaine dernière et il m'avait demandé s'il pouvait l'injecter. J'ai dit oui, on verra bien. Et ça s'est bien passé. Voilà, pour conclure, voilà, vous choisissez votre outil qui vous permettra de mieux suivre votre patient, soit la baisse-langue, soit le stéthoscope. Moi, j'ai choisi la baisse-langue parce que mon stéthoscope est cassé. Donc, les pathologies cardiovasculaires et buccales sont étroitement associées. Il y a un mécanisme complexe qui lie les deux, mais tout n'est pas forcément bien élucidé. La prévention de l'hygiène buccale fait partie de la prévention cardiovasculaire. La gestion des anticoagulants antiagrégants
il faut retenir que la plupart des gestes en cabinet peuvent se faire sous traitement anticoagulant, antiagrégant, et en cas de geste à risque, il ne faut pas hésiter qu'ils nous posent la question de la gestion des antiagrégants. Il ne faut pas hésiter à leur dire, vous faites plus d'hémostase locale, et moi, je n'ai pas envie d'arrêter l'antiagrégant parce qu'il a fait l'infarctus cette année, et c'est à eux normalement à eux de faire, et différer le geste quand on peut. Pour l'endocardite infectieuse, l'antibioprophylaxie, elle est souvent prescrite par excès. J'avais posé la question à l'Assemblée. Je leur avais demandé, selon vous, pourquoi vous prescrivez trop d'antibiotiques? Est-ce que c'était, en gros, ils avaient tous peur de la complication grave. En fait, ils avaient tous peur de faire une infection cardiaque et d'avoir un procès, quoi. Globalement, c'est juste ils avaient peur de se faire, de se faire tomber dessus parce qu'ils n'avaient pas prescrit. Donc finalement, c'est pour ça qu'ils prescrivaient à tour de bras beaucoup d'antibioprophylaxie. Donc j'ai essayé de faire un peu de les rassurer en disant que c'est quand même assez rare les endocardites liées au geste comme ça. Et puis, pour les patients valvulaires, pour nos patients qu'on suit, il ne faut pas oublier le suivi dentaire qui est primordial 2 fois par an. Faire un tour chez le dentiste, détartrer, parce que la plaque dentaire, c'est le lit des infections chroniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez vous poser vos questions si vous voulez.